Lorsque l'on pense aux Aztèques, nous viennent souvent à l'idée des crimes sanglants, et cette population apparaît de manière presque spontanée, si je puis dire, au XIVe siècle, sans que l'on sache vraiment d'où elles viennent. Ça, je dirais, ce sont donc des préjugés qui circulent encore dans les manuels scolaires via une imagerie qui n'est pas vraiment adaptée pour aller à l'essentiel. Ces préjugés nous viennent du fait que pendant longtemps, on n'a pas su qui étaient les Aztèques. Donc, ces clichés sont essentiellement dus à l'ignorance et d'autre part à l'image que les colonisateurs espagnols ont voulu donner de cette population lorsque, dans le premier tiers du XVIe siècle, ils ont conquis ce que l'on appelle aussi à tort l'Empire aztèque et qui, comme on le verra, est essentiellement une fédération ou une confédération. Il s'agissait effectivement de montrer que la colonisation avait des visées civilisatrices et qu'il fallait donc évangéliser le Mexique. Mon exposé, qui a pour objectif essentiellement de réviser un peu, au moins, l'image que l'on a des Aztèques, comprendra deux parties, plus ou moins égales, me semble-t-il. La première partie partira du XIIe siècle avant notre ère et s'arrêtera à la fin du XIIIe siècle après Jésus-Christ. Dans la deuxième partie, il sera question de la domination des Aztèques proprement dite, du XIVe au début du XVIe siècle sur le Mexique central. Vous voyez que les dates, ou plutôt la période dans laquelle s'inscrivent les Aztèques est beaucoup plus longue qu'on pourrait l'imaginer. Et que pour bien comprendre ce qui va se dérouler au début, dans la première moitié du XIVe siècle, il faut évidemment se situer dans la longue durée. Vous savez que j'insiste souvent sur cette durée qui a été, comment dirais-je, cette temporalité qui a été inventée par Fernand Braudel et qui permet justement de considérer les événements qui surgissent dans l'histoire à trois niveaux, une très longue durée structurelle si vous voulez, ensuite une durée, une temporalité conjoncturelle et enfin la temporalité classique, je veux dire classique antérieure à la nouvelle histoire qui est celle des événements. Donc plongeons-nous dans la longue durée. Trois aspects vont être mis ici en évidence dans cette longue durée. Tout d'abord, les aspects culturels, ensuite les aspects ethniques et enfin les aspects politiques, pour essayer de comprendre donc ce qui va se passer, comme je le disais il y a quelques instants, au XIVe siècle. Tout d'abord, unité culturelle. Unité culturelle car à partir du XIIe siècle, une vaste ère culturelle va s'étendre entre d'une part la vallée de Mexico,
ou de Mexico, comme on dit en espagnol, et l'isthme de Panama. Cette aire est immense puisqu'elle couvre 2 millions de kilomètres carrés. Cette unité culturelle est caractérisée par 3 éléments. Le premier de ces éléments, c'est un certain nombre de pratiques sociales communes. Ensuite, ce sont des pratiques religieuses également communes, avec des centres cérémoniels importants, dont les témoignages, les vestiges les plus visibles sont bien sûr ces hautes pyramides. Et enfin, en 3e lieu, l'écriture idéographique. Maintenant, on va voir qu'à côté de cette unité culturelle, il y a 2 dualités qui parcourent sur le plan anthropologique et sur le plan politique l'histoire donc de cette région du Mexique. Tout d'abord, sur le plan ethnique, il y a 2 ethnies principales, l'une se situant au nord, ce sont les Nahua, qui sont en fait des nomades, et d'autre part, vous avez plus au sud, dans les vallées, les Otomis, qui sont les vallées, le plateau également, qui sont des agriculteurs dès 1500 avant Jésus-Christ, donc à partir du milieu du 2e millénaire avant notre ère. Les Nahua et d'autre part les Otomis vont se métisser, au moins sur le plan culturel, et c'est de ce métissage que va naître, entre autres, la population et la culture maya qui va s'installer dans la partie méridionale, dans le Yucatan et au Guatemala. Enfin, 2e courant, je dirais, dualité, il y a la dualité politique. En effet, du XIIe au XVIe siècle, 12e avant Jésus-Christ et 16e après Jésus-Christ, vous avez une très longue période de 28 siècles qui est parcourue d'une part par la lutte pour le pouvoir entre les populations des hauts plateaux et d'autre part les populations de la côte. Ensuite, on peut voir très clairement une oscillation entre 2 courants. D'une part, un courant qui fractionne cette vaste ère culturelle, et d'autre part, des périodes d'intégration. Donc ici, on voit que autant, je vous ai dit fractionnement d'une ère culturelle, mais sur le plan politique. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de fractionnement sur le plan culturel. Hein. Et ce qui fait que, pour conclure cette première partie, cette première phase de la période des origines, il faut déjà retenir que les Aztèques n'apparaissent donc pas comme des conquérants qui sortent de l'anonymat, puisque c'est souvent l'image qui est véhiculée dans un raccourci saisissant dans le cadre des manuels scolaires, mais qui sont vraiment les héritiers de 25 siècles d'histoire, donc de cette période qui va du XIIe siècle avant Jésus-Christ au début du XIVe siècle. Maintenant, 2e phase de ce que j'ai appelé l'époque des origines. C'est l'époque qui se situe du Xe au XIIIe siècle de notre ère, pendant laquelle l'hégémonie des Nahua, je vous ai dit qui sont originaires des hauts plateaux, va s'installer. On a aussi parlé pour cette période de toltéquisation, en référence au peuple toltèque,
toltéquisation de la Mésoamérique. En fait, les Nahuas autochtones vont prendre partout le pouvoir dans cette vaste aire de 2000 km² et vont, comment dirais-je, installer leur suprématie à la fois politique et religieuse, où intervient de manière, où prédomine la thématique guerrière. Maintenant, j'en arrive à, je dirais, le plat de résistance de mon cours, à savoir l'époque de la domination aztèque qui débute au XIVe siècle et se termine avec la conquête par les Espagnols, dans le premier quart du XVIe siècle. À cette période, l'unité, donc au début du XIVe siècle, l'unité va se fractionner en deux unités. En effet, sur le plan géopolitique, on voit que deux aires apparaissent à l'est de l'isthme de Tehuantepec, les Mayas, qui vont constituer une civilisation qui, sur le plan politique, s'exprime par la construction, l'édification de cités autonomes les unes des autres, sauf sur la côte pacifique qui reste entre les mains des Nahuas. Ensuite, une deuxième zone, cette fois non plus à l'est mais à l'ouest de l'isthme, toujours de Tehuantepec, des cités, là aussi des cités, je dis bien des cités, où une cité en particulier va l'emporter. Il s'agit bien sûr de Mexico, Tenochtitlan. Comment cette cité va-t-elle l'emporter, et surtout comment cette cité va-t-elle contrôler les autres cités mexicaines? Par deux biais. Je dirais par un biais, de type idéologique, et d'autre part par des alliances. En effet, les Aztèques, qui justement, puisque Mexico, Tenochtitlan est leur capitale, les Aztèques vont construire de toutes pièces, si je puis dire, au milieu d'un lac, une ville neuve, très important, une ville neuve. Donc, un petit peu comme en Mésopotamie, nous l'avons vu dans des cours précédents, l'acte de fondation revêt une importance tout à fait essentielle, puisqu'il s'agit d'un acte religieux, mais qui a évidemment des intentions politique, même si les catégories occidentales que j'utilise ici ne s'expriment certainement pas dans la tête des Aztèques de la même manière, mais il y a donc un projet politico-religieux en créant une nouvelle capitale. Et cette capitale, ils vont l'embellir, ils vont y construire de très beaux monuments. Il va s'agir d'une capitale où les Aztèques cherchent à montrer une capitale prestigieuse, où ils veulent en fait en mettre plein les yeux aux cités qui les entourent, en particulier autour de cette vallée de Mexico. Donc, première stratégie, impressionner ses voisins politiquement, un petit peu, je dirais, comme les chats, lorsque ils voient un ennemi en face d'eux, ben, ils ont tendance à se grossir et à faire le gros dos pour se grandir. Évidemment, c'est très symbolique, mais la symbolique existe
chez les animaux aussi, même s'il s'agit, on est bien d'accord, hein, entendons-nous bien, c'est moi qui projette, qui anthropomorphise, si je puis dire, la jante féline, mais il s'agit effectivement de se grossir visuellement face à un adversaire potentiel. Ben, c'est un peu l'origine des symboles quand même, hein, que de faire croire que, ou comment dirais-je, de passer de la réalité à une illusion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le symbole signifie en lui-même quelque chose et permet de faire le lien entre le signifiant et le signifié, si vous voulez. Alors maintenant, ceci dit, si un zoologue ou un éthologue m'écoute, il va bondir évidemment en disant que je suis historien, que je ferais mieux de rester sur mon territoire, cela va tout à fait de soi, mais c'est vrai que les animaux utilisent des stratégies instinctuelles, hein, elles ne sont pas conscientes, mais des stratégies pour se défendre, pour se nourrir, et ainsi de suite. Donc, deuxième élément dans la stratégie des Aztèques, outre cette stratégie de prestige, de vouloir en mettre plein les yeux, c'est une stratégie, alors là, très concrète, une stratégie d'alliance. Comment effectue-t-on des alliances? Par deux biais. Il y a tout d'abord des alliances matrimoniales, et d'autre part, on va voir qu'il y a des alliances en termes de politique guerrière et diplomatique. Je commence donc par la stratégie matrimoniale. Le souverain aztèque va se marier avec les filles des seigneurs locaux. Et ceci va donc créer des alliances de fait, puisque le sang de ses descendants va être mêlé à celui de ses voisins. Hein, donc, on connaît cette stratégie qui a été menée aussi, si je puis dire, pas seulement, pour d'autres raisons, dit la légende, entre les Romains et les Sabins, à partir du moment où les Romains avaient enlevé, dit la légende, les Sabines, à partir de ce moment-là, ben, il y avait une alliance de fait qui va s'établir, puisque les Sabins, qui ont voulu récupérer leurs femmes et leurs sœurs, bien sûr, vont se trouver dans une situation de fait délicate, puisque implicitement, cet enlèvement des Sabines renvoie à une alliance, et ce type d'alliance, on la trouve, vous savez, encore, je dirais, à l'époque mérovingienne, à l'époque, je dirais, de ce qu'on appelle les royaumes barbares. On enlève une femme, parfois ça peut être symbolique, mais ça s'est passé un certain nombre de fois dans l'histoire au Moyen-Âge, ce qui fait qu'à un moment donné, évidemment, pour le père ou pour le frère, ça devient extrêmement difficile de récupérer sa sœur ou sa fille qui est devenue entre-temps la mère d'enfants communs à deux familles, enfin un héritier de deux, ou une héritière de deux familles. Donc, stratégie matrimoniale, ici ça ne se fait pas de manière violente, ça se fait dans le cadre d'accords, d'une stratégie de discussion, d'échange, ça se fait, comment dirais-je, en bons termes. Et à côté de ça, je vous parlais il y a quelques minutes d'une politique guerrière et diplomatique. En effet, les Aztèques vont fournir des services sur le plan militaire à leurs voisins, ce qui va faire d'eux comment dirais-je, des alliés très appréciés. Ils le font dans un but, je dirais, là aussi, de prestige, pour montrer leur capacité guerrière. Évidemment, ça établit des liens de fraternité avec les cités voisines, et ensuite par la voie diplomatique qui se conclut par un traité essentiel que l'on appelle la triple alliance
entre deux cités qui se trouvent de part et d'autre du lac de Mexico. Il s'agit sur la rive occidentale de Tlacopan et sur la rive orientale du même lac de Texcoco, ou de Texcoco. Voilà donc pour la manière dont les Aztèques vont imposer progressivement leur domination, et on voit que finalement cette domination s'est faite par la voie plutôt idéologique et diplomatique. Jusqu'à présent, vous voyez que je n'ai pas fait état de guerre. Maintenant, on va voir comment les cités qui vont être assujetties à Mexico vont l'être. Organisation politique. Les différentes cités qui vont entrer dans l'orbite aztèque, ces différentes cités composent un véritable maillage de cités-États, donc elles restent des cités-États, je dis bien, avec une autonomie, en tout cas, je dirais, pour leur vie quotidienne, pour leur vie intérieure. Et toutefois, et c'est là que se marque la suggestion, c'est le paiement d'un tribut aux Aztèques. Voilà, un petit peu, je dirais, je suis désolé de faire des allers-retours avec le passé, mais j'aime bien faire ça entre les différentes civilisations, parce que bon, s'il ne s'agit pas d'associations libres gratuites, d'ailleurs une association libre n'est jamais gratuite, elle révèle au moins ce qu'il y a dans la tête de celui qui l'énonce. Mais ici, quand je parle d'association, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ça permet peut-être d'éclairer partiellement les deux civilisations dont je suis en train de vous parler ici, peut-être pour envoyer peut-être un invariant de l'histoire politique. Quand vous pensez à la création de la Ligue de Délos, après les guerres médiques au 5e siècle avant notre ère, là, Athènes va assujettir par un tribut, justement, une série de petits alliés sur lesquels Athènes va imposer véritablement son hégémonie. Et donc, quand on parle de l'empire égéen d'Athènes, donc dans la mer Égée, le terme empire n'est pas un terme adéquat, sauf si on entend imperium seulement comme domination, mais comme pas État, super-État comprenant différents peuples. Le terme empire est un terme ambigu que nous avons l'habitude d'utiliser peut-être un peu trop facilement. À l'origine aussi d'ailleurs, hein, l'Empire romain n'est pas un empire au sens premier du terme. Hein. Sous la République, quand se constitue, je dirais, la domination de Rome au 2e et 1er siècle avant notre ère, quand les Socii, c'est-à-dire les alliés de Rome, lui font la guerre, donc dans les années 90 avant notre ère, eh bien, ces Socii, ces alliés, donc, ont bien des traités avec Rome, mais ils contestent en fait une hégémonie. Et donc, quand on voit parfois des cartes de l'Italie au 1er siècle avant notre ère, où on considère qu'on est vraiment dans l'Empire romain en formation, il ne faudrait pas oublier quand même qu'il y a des traités avec ces villes italiennes, et que donc, effectivement, on peut considérer que Rome domine incontestablement à ce moment-là déjà l'Italie, sans aucun doute, mais qu'il y a encore, je dirais, des traités qui existent, hein, voilà. Eh bien, on peut dire en fait que ce que l'on appelle habituellement l'Empire aztèque, si ce territoire
comprend effectivement, domine effectivement une série de cités, il n'en demeure pas moins que ces cités, non pas en ce qui concerne leur défense, mais ni ce qui concerne, j'allais dire, leurs affaires étrangères, pour utiliser des termes actuels, mais pour tout le reste, elles sont autonomes, elles font exactement ce qu'elles veulent. Donc, si je puis dire, elles ont l'autonomie sans avoir la liberté, pour utiliser des termes antiques. Voilà. Alors, ces cités correspondent sur le plan de leur superficie à des quadrilatères qui, en moyenne, couvrent entre 2000 et 3500 kilomètres pour chacun donc de ces quadrilatères. Alors, sur le plan de l'occupation du sol, on peut distinguer trois zones dans ces cités assujetties donc aux Aztèques. On y trouve tout d'abord une première zone, le centre, avec des temples, avec en tout cas des zones cérémonielles. On y trouve bien sûr les habitations, un petit peu comme dans un village ou une ville médiévale chez nous. Hein. Vous avez l'église, j'allais dire au centre du village. Là, ce sont des centres cérémoniels. Une deuxième zone qui est une zone naturelle, ce qui peut paraître un petit peu curieux, et alors c'est seulement dans la troisième zone, et pas à proximité immédiate, dans la périphérie immédiate de la cité, que se trouvent les champs. Donc c'est une vision donc différente de la nôtre, en tout cas de ce qui s'est passé dans l'Occident médiéval, mais je crois que ça mérite d'être réfléchi, pensé. Pourquoi, au fond, déjà prendre acte du fait que toutes les sociétés ne s'organisent pas en termes de gestion de l'environnement de la même manière. Alors, un élément qui montre l'assujettissement, mais aussi la tolérance, comment dirais-je, bien pensée des Aztèques, c'est qu'à Mexico, les divinités locales des différentes cités font l'objet d'un culte officiel. Donc, si vous voulez, on est un petit peu dans la situation de l'idéologie impériale romaine qui, comment dirais-je, est à l'origine, pensez à cet ami d'Auguste, Mécène, qui est à l'origine, d'Agrippa, je veux dire ici, d'Agrippa, c'est un autre ami d'Auguste, hein, Mécène était aussi d'ailleurs, hein, d'Agrippa, qui est à l'origine de la construction du Panthéon à Rome, ce temple qui était destiné à accueillir toutes les divinités de l'Empire. Voilà. Conclusion de mon exposé, du cours que je vous ai donné. La postérité, maintenant, de cet empire aztèque. Je ne vais pas revenir sur la conquête, ce serait l'objet d'un... D'ailleurs, je l'ai déjà fait dans un autre cours. Ben ça, on entre alors dans l'histoire on entre dans l'histoire coloniale, alors, du Mexique. Je dirais que cette postérité se conclut, se décline en deux temps. Premier temps, c'est donc la conquête, et Cortés, de manière très intelligente, va maintenir, parce que c'est son intérêt, c'est l'intérêt des Espagnols, va maintenir la structure du pouvoir de la Mésoamérique. Et donc il va maintenir le tribut qui était versé par les différentes cités à Mexico, sauf qu'à Mexico, vous n'avez plus le chef de l'État aztèque, qui est concrètement le chef de cette confédération dominée par Mexico. Il va donc remplacer évidemment celui que l'on appelle l'empereur d'habitude, un Moctezuma, mais qui n'était pas empereur au sens... comment dirais-je, où nous l'entendons, hein, il s'agit d'une projection, bien entendu, d'un concept européen. Et dans un deuxième temps, c'est-à-dire beaucoup plus tard, en fait, il va y avoir une hispanisation du pouvoir, et là je renvoie à mon cours sur l'histoire de la colonisation
de l'Amérique latine. J'ai fait plusieurs cours à ce sujet-là, et en particulier sur les institutions donc, du Mexique espagnol, donc de la Nouvelle-Espagne. Et à ce moment-là, il y a donc une rupture. Donc on peut dire en fait qu'il y a une double continuité. Une double continuité. La première, j'ai essayé de la mettre en évidence en vous expliquant que les Aztèques n'étaient pas sortis de nulle part. Ils sont les produits d'une longue histoire. Je vous ai dit qu'elle avait 25 siècles, puisqu'elle remonte au moins jusqu'au XIIe siècle avant notre ère, qu'en fait les Nahuas dont ils sont issus, comment dirais-je, sont issus des hauts plateaux, mais que eux-mêmes, sur le plan culturel, ont créé avec les Otomis une culture mêlée, donc on peut parler vraiment de métissage, que les Nahuas et les Otomis ont une histoire commune au fond, hein, où le pouvoir aussi, où à certains moments il y a fractionnement, à d'autres moments il y a unité, que finalement, entre le Xe et le XIIIe siècle, les Nahuas, excusez-moi, dominent le Mexique, et puis alors que c'est au XIVe siècle que se dessinent deux zones, là, culturelles, disons essentiellement politiques différentes, celle des Aztèques, qui va passer sous la domination des Aztèques, et celle qui est la zone culturelle et politique des Mayas. Donc ça, c'est la première continuité. Donc première continuité, les Aztèques, ce sont donc les héritiers, ce sont eux-mêmes des Nahuas qui ont pris l'hégémonie dans une région, la plus grande région du Mexique. Et la deuxième continuité, c'est celle qui se produit après la fin, entre guillemets, de l'empire aztèque, et qui conduit à la création de cet empire colonial, donc avec Cortés, où il maintient un certain nombre d'institutions. Donc, autrement dit, il n'y a pas eu de rupture nette du point de vue du paysan de base, si je puis dire, du peuple. Ils subissent toujours des impôts d'un même type. Hein. Et d'ailleurs, si vous regardez du côté de l'empire des Incas, donc domination sur les Quichua, eh bien vous avez un phénomène semblable, hein, avec le maintien de la méta, de cette corvée qui existait déjà à l'époque de la domination incaïque, et qui va se poursuivre donc au XVIe siècle. 5 ouvrages de référence. De Jacqueline de Durand-Forêt, Les Aztèques, dans la collection Guide Belles Lettres des Civilisations. La vie quotidienne des Aztèques à la veille de la conquête espagnole de Jacques Soustelle chez Hachette. De Laurette Séjourné, La pensée des anciens Mexicains chez François Maspero. Oui, à ce sujet-là, je voudrais déjà annoncer l'interview que je ferai le jour où la pandémie nous le permettra, et lorsque l'ouvrage sera publié, tout d'abord, je crois qu'il est déjà envoyé chez l'éditeur, l'ouvrage qui va bientôt paraître sur la religion des Aztèques de ma consoeur et amie Sylvie Pepperstraat, qui enseigne à l'université de Bruxelles. Alors, une revue, Les grandes civilisations du Mexique, Olmec, Zapotèque, Maya, Aztèque. Et il y est question évidemment aussi de la civilisation de Teotihuacan.
Alors, je vous conseille ce numéro, pas parce qu'il est préfacé par Jacques Chirac, qui, comme vous le savez, était très intéressé par ce qu'il appelait les civilisations premières et qui a donné lieu au musée du Quai Branly. C'est une initiative évidemment très très heureuse que la création de ce musée, bien sûr, le long de la Seine. Et je vous ai dit que les Aztèques sont le produit d'une longue histoire, donc ça vaut vraiment la peine de lire ce numéro. Il s'agit d'un numéro qui a quand même 20 ans, donc je vois que je l'ai acheté il y a bien longtemps quand même. Juillet-août 99, les dossiers d'archéologie. Voilà, ben, il y a certainement des choses beaucoup plus récentes qui ont paru, hein, ça sans aucun doute. Hein. Mais l'avantage de ce numéro, c'est qu'il fait le tour de l'ensemble des civilisations du Mexique. Et le chapitre, l'article consacré aux Aztèques porte le nom d'Eduardo Matos Moctezuma. Comme vous le savez, c'est le nom du dernier empereur, entre guillemets, je dis bien, du Mexique. Enfin, d'Ursula Dickerhoff et de Hans Prem chez Borda Civilisation, le Mexique ancien. C'est un superbe ouvrage, donc superbement illustré. Peut-être pour terminer, mais là ça ne concerne pas les Aztèques mais les Mayas, j'ai mis sur la petite cheminée derrière moi quelques sculptures mayas. Alors mayas que j'ai acheté au Mexique, je ne sais pas, il y a peut-être 25 ans. Voilà. Où on voit justement des hommes et des femmes dans des positions plutôt joyeuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qui ont, voilà, ils sont caractérisés par une coiffure particulière, parce que pour le reste, effectivement, il y a peu d'éléments qui permettraient, vu leur... ah non, quand même, hein, il y a les scarifications du visage, à certains endroits qui permettent d'identifier qu'il s'agit bien de statuettes mayas. J'ai dit.